Bonjour. Je vais essayer de faire une sorte de compte-rendu de la venue de Monsieur Jouzel mercredi 25 mai 2022 à la Halle au Grain à Blois. J'espère que je vais y arriver parce que je suis un peu malade. J'ai une sorte de grippe. Je suis un peu grippé. J'ai la tête dans le coton. Mais tant pis, je vais essayer quand même. Donc Monsieur Jouzel est venu et il a fait un exposé, une sorte de résumé du sixième rapport du GIEC, donc toujours très documenté scientifiquement. Il n'y a rien à dire sur l'aspect scientifique des choses, sauf comme peut-être je l'ai suggéré, que la science économique, si c'est une science, n'est pas du tout intégrée dans, dans les, comment dire, dans les corrélations qu'ils établissent. Donc je faisais remarquer à Monsieur Jouzel que au GIEC, on mobilise toutes sortes de sciences. On mobilise la géologie, on mobilise les sciences de l'atmosphère, la glaciologie, ce qui était la science de M. Jouzel, on mobilise toutes sortes de sciences, mais par contre, quelque chose qu'on nous présente comme une science on ne fait pas de corrélation entre les choses. Et donc, j'ai pris l'exemple de... C'était un mauvais exemple d'ailleurs. J'aurais dû prendre un exemple dans l'automobile, puisque par la suite on a parlé de l'automobile. Et j'aurais dû prendre l'exemple de l'automobile. Je trouve que le meilleur exemple, c'est les SUV, qui ont un impact direct sur la production de CO2, hein, parce que lorsque un véhicule de 2 tonnes est produit et promu par des publicités intenses. Je voyais ces jours-ci, en regardant le tennis, la Mégane, comment elle s'appelle, Mégane plus E-Tech, je crois bien, Mégane E-Tech. Ouais. Donc moi j'ai eu une Renault Mégane dans les années 90, elle faisait 100 chevaux, elle était déjà largement assez puissante. La nouvelle Mégane E-Tech, elle va être plus lourde forcément parce qu'elle a une batterie. Et elle fera 200, elle est donnée pour 220 chevaux, 220 chevaux de puissance. Donc forcément, le gain écologique dans ces conditions-là, il est très très faible. Donc, c'est ce que je faisais remarquer à Monsieur Jouzel, qu'il n'a pas vraiment entendu, je pense. Il n'a pas vraiment voulu répondre à la question. Ce que je posais, c'était que la concurrence entre deux marques automobiles, donc la Mégane E-Tech fait 220 chevaux, elle va probablement faire 2 tonnes. Si Renault sort une voiture de 220 chevaux, il est probable que Peugeot voudra faire de même, parce que les gens ils regardent les caractéristiques, ils veulent des voitures puissantes, on leur promeut ces voitures pour plus justement avec des caractéristiques comme ça qui sont concurrentielles. Et donc la question que je posais, c'est est-ce qu'il y a une solution dans la concurrence? Si est-ce que on va pouvoir, la concurrence va pouvoir résoudre les problèmes écologiques et en particulier celui du climat. Bon, à mon avis, c'est plus que douteux. Mais ce que m'a répondu M. Jouzel n'était, à mon avis, pas satisfaisant. C'est-à-dire qu'il a dit, mais vous vous trompez, il y a des considérations économiques dans le rapport du GIEC. Bon, moi, j'ai voulu regarder. Disons que il y a des considérations économiques, effectivement, mais ce sont des recommandations. C'est-à-dire que le GIEC fait un certain nombre de constats.
Voilà, donc le réchauffement de l'atmosphère produit un réchauffement des océans, donc la dilatation des océans fait monter le niveau de la mer. Tout ça, c'est des constatations scientifiques inéluctables. Par contre, il n'y a pas de... on fait bien des corrélations entre la température de l'atmosphère qui est accélérée par le taux de molécules CO2 dans l'atmosphère, mais on ne fait pas de corrélation scientifique entre le concept économique de concurrence et la production de CO2 dans l'atmosphère. Or, si l'économie est une science, on devrait pouvoir le faire. Si, on devrait pouvoir prendre un concept économique comme celui de la concurrence et dire, essayer de voir dans tous les exemples de concurrence, et puis on a un petit peu de recul maintenant, depuis 1900, on sait ce qu'on a fait en économie, donc on a un petit peu de recul pour établir des corrélations scientifiques entre des concepts comme celui de la concurrence et la production de CO2. Bon, c'est dommage, là, je ne l'ai pas mis dans mes exemples là. Bon, tant pis. Et donc monsieur Jouzel ne m'a pas répondu. Il m'a dit, mais il y a des considérations économiques. Alors les considérations économiques qui sont faites dans le rapport du GIEC, c'est des recommandations, c'est-à-dire que dans les conseils qu'on donne aux élus, on fait en quelque sorte, bon c'est un petit peu méchant ce que je veux dire, mais des sortes de vœux pieux. Au lieu de faire des corrélations scientifiques, on fait des vœux pieux, c'est-à-dire que, bon, on va dire, par exemple, les élus sont invités à limiter la consommation d'énergie fossile dans les bâtiments publics. Bon, c'est une considération, une recommandation qu'on peut trouver dans les rapports du GIEC. Mais ça ne solutionne rien. Ce serait très très différent si par exemple le GIEC pouvait dire la chose suivante, la concurrence nuit à la préservation du climat. Parce que si c'était le GIEC qui le disait, on pourrait, je veux dire, des firmes comme Renault, Peugeot, Audi, pourraient s'appuyer sur les recommandations du GIEC pour dire, bon, effectivement, la concurrence ne nous mène nulle part. Si on se bat les uns contre les autres pour faire la voiture la plus puissante, la voiture la plus grosse, la voiture la moins chère possible, on ne va pas y arriver. Donc il faudrait que ces firmes collaborent pour produire des véhicules qui ne produisent pas de CO2, mais qui sont aussi légers, qui consomment pas trop de ressources, pas trop de métal, pas trop de caoutchouc pour les pneus, pas trop de, etc., et qui réussissent quand même à gagner leur vie comme ça. Ben après, le problème économique que ça peut poser d'abandonner la concurrence devant en fait comment dire, l'absence de futur que nous propose le réchauffement de l'atmosphère, bon, ça n'est rien, ça ne doit pas entrer en ligne de compte. Et il se trouve que, bon, quand j'ai dit ça en substance, excusez-moi, quand j'ai dit ça, j'ai fait une comparaison entre Audi et Peugeot, et il y a une dame, non, plutôt c'était un élu là qui parlait, il disait, mais quelque chose dans ce genre-là, il disait, mais les citoyens peuvent se mobiliser, et puis c'était encore la ritournelle qu'on entend tout le temps, il faut essayer de convaincre les gens qui ne sont pas convaincus.
tout le monde est convaincu maintenant. C'est pas la peine d'aller essayer de convaincre. Il y avait aussi un intervenant qui a pris la parole. Il a dit, bon, alors moi je me présente, je suis un tel. On a monté une association, je crois. Et alors on a installé tant de mètres carrés de panneaux solaires, de quoi chauffer quelques logements. Alors je sais plus, c'était 400 logements. Bon. Tout ça c'est très bien. Bon, c'est super, on peut pas dire, mais quel poids est-ce que ça pèse par rapport à la puissance d'influence de firmes comme Renault, Audi, qui dès que les tennisman s'arrêtent 2 minutes entre deux jeux à Roland-Garros, on vous présente la Meganitech. Donc ils ont une puissance d'influence, une puissance de conviction que ce monsieur qui met ses 10 panneaux solaires dans le jardin de quelqu'un n'a pas. Et donc je disais ça à cet élu là qui parlait, je lui disais, mais on est impuissant, Le citoyen est impuissant. Si on ne prend pas conscience de ça très vite, ce sera ça, le destin de l'humanité. Ce sera le radeau de la Méduse. Bon, et alors, cette dame, elle s'est tournée vers moi, et puis elle m'a dit, mais donc je comparais l'imitation en fait de Peugeot qui se met aussi à produire des énormes voitures de 2 tonnes, 2 tonnes 5, Peugeot qui était sur le même chemin que Audi, justement parce que Audi a remarqué qu'en faisant des grosses voitures, ça leur coûtait pas beaucoup plus cher et qu'ils pouvaient les vendre beaucoup plus cher. Et donc Peugeot, en concurrence avec Audi, donc je reviens sur le concept économique de concurrence, en concurrence avec Audi, avait décidé de faire la même chose. Donc c'est un exemple de l'automobile qui est flagrant. Je veux dire, on voit très bien que le concept de concurrence, le concept économique de concurrence, qui peut être considéré comme un concept scientifique, on peut l'analyser, on peut mettre des prix Nobel sur le concept économique de concurrence et voir que la concurrence a un effet direct sur la production de CO2 en augmentant le poids des voitures. Donc si ça doit faire partie de l'observation. Hein, si maintenant il y a 30% des voitures, et puis c'est arrivé après certains rapports du GIEC. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est survenu comme ça depuis 50 ans. Hein. Les voitures deviennent de plus en plus grosses et de plus en plus lourdes, avec des pneus de plus en plus gros, depuis une vingtaine d'années. Donc il y avait déjà eu des rapports du GIEC, il y avait déjà eu des COP, il y avait déjà eu toutes sortes de choses. Il ne faut pas dire que les gens ne sont pas convaincus. Les gens, ils sont convaincus, mais ils n'ont pas de pouvoir pour influer sur ces notions de concurrence. Alors pour éviter le radeau de la Méduse, il faudrait regarder un petit peu de quoi est constitué le PIB. Et puis essayer de voir de quoi le PIB est constitué. Si dans cette partie grise des entreprises là, si il y a tout un tas d'activités qui, à cause de la concurrence, produisent des effets, des externalités, comme on dit, négatives en matière de CO2, il faut les débusquer. Il n'y a pas d'autre moyen. Surtout quand c'est des externalités négatives à grande échelle. Parce que Peugeot exporte des voitures dans le monde entier, Audi exporte des voitures dans le monde entier, Mercedes pareil. Donc il faut absolument s'occuper de ça.
Voilà. Bon, je suis vraiment un petit peu dans le... J'espère que j'ai été clair. Je voulais parler de ça. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Oui, il y a aussi... ce qu'on a vu aussi, c'est que il y a, il y a ici une personne qui a pris la parole et qui a adressé, parce qu'il y avait, comment il s'appelle, Christophe, c'est peut-être pas Christophe, mais enfin bref, Monsieur Desgruel, qui est le président de la communauté d'agglomération de Aglopolis, qu'on appelle Aglopolis ici. Et Jean Jouzel lui a demandé, parce que Jean Jouzel, il a pas l'esprit clair, j'ai l'impression là-dessus, je suis désolé, ça manque de modestie de le dire. Il a demandé à Christophe Desgruel, mais j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Et Christophe Desgruel lui a répondu assez, assez gentiment que ce qui le gênait, c'était les injonctions contradictoires. Les injonctions contradictoires que qu'il recevait de la région, du gouvernement, puis des citoyens aussi. Il aurait pu ajouter, il doit y avoir effectivement des fautes de planification effective, il doit y avoir des injonctions contradictoires. Et il y a une injonction contradictoire majeure qu'il n'a pas relevée, qui ne relève pas du tout du politique, mais qui relève de la publicité. Je reviens sur ma Méganitech. Si dès que on a fini 2 jeux au tennis à Roland-Garros, on vous dit la Méganitech de 220 chevaux, c'est la voiture que vous devez acheter, et que d'un autre côté, le rapport du GIEC et scientifique, ils vous disent on ne pourra pas passer à côté de la sobriété et puis qu'il faut faire du vélo. Je veux dire, le combat est inégal. Hein. On n'arrivera jamais à quoi que ce soit comme ça. Jamais, jamais, jamais. C'est impossible. Parce que ce sont des injonctions contradictoires, mais pas seulement contradictoires. Il y a un déficit d'influence des savants du GIEC qui a pu sauter aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire qu'au moment où le rapport du GIEC est sorti, il y avait le transfert de Messi au PSG. Ça n'a pas fait le poids. Hein. Parce que le transfert de Messi au PSG, c'est une information mineure, mais qu'on présente comme majeure, parce que derrière ça, TF1 vend de la publicité. Et une dernière chose que je voulais dire, ensuite il y a une autre personne qui a pris la parole, et alors lui, il s'est mis à parler à toute la salle, il a dit mais moi, je ne veux pas parler à Monsieur Jouzel, je vais parler à toute la salle, et alors il s'est mis à apostropher directement, je ne sais plus comment il s'appelle, il s'est mis à apostropher directement Monsieur Desgruel, en disant je vous connais, machin, il le met personnellement en cause, machin. Bon, je sais pas, moi je suis pas assez au courant de la politique locale pour savoir, mais effectivement, bon, Christophe Desgruel et le maire de Blois, ils sont peut-être pas exemplaires, mais ils font ce qu'ils peuvent, mais et puis bon, ils discutent de choses qui sont peut-être pas formidables à discuter. Je veux dire, si on envisage de faire une nouvelle bretelle d'autoroute, ça va prendre des terres cultivables aussi. Mais pourquoi ils font ça? C'est parce que ils veulent créer des emplois. Ils ont d'un autre côté, quand on est élu comme ça, j'imagine qu'il y a plein de gens qui se présentent tous les jours pour dire qu'est-ce que je peux faire, j'ai pas de boulot, je suis en fin de droit, machin. C'est quelque chose qui compte pour des élus d'essayer de créer des emplois, de développer, parce qu'ils voient la population. Mais d'un autre côté, quand le mensonge sur le chômage persiste comme ça et qu'il est véhiculé par les plus hautes
personnalité du gouvernement. C'est pas possible. Il faut avoir un discours de vérité par rapport à l'emploi. Et puis là, j'ai peut-être un petit graphique à vous montrer. La vérité par rapport à l'emploi dans le secteur de l'automobile, c'est ça, vous voyez. Donc vous avez ici la courbe noire, c'est toute l'industrie manufacturière. Et la courbe rouge, c'est uniquement l'industrie automobile. Donc on voit bien dans l'industrie automobile, à partir de 1978, les destructions d'emplois, elles ont été massives. Donc je crois que c'est en milliers de personnes, échelle de gauche. Donc on voit des destructions d'emplois, on est passé de 350 000 emplois en 1978 à peu près, bon, et puis ça a dû continuer à descendre, parce que ma courbe s'arrête à 2006, c'était un rapport sur l'automobile de Thierry Méhou. Bon, et alors dans l'industrie manufacturière, dans la totalité de l'industrie manufacturière, c'est pareil. Hein, on voit industrie, échelle de droite, donc là on est en milliers de personnes, on avait 300... non, 4500, à peu près 4500, 4700, non, 4 500 000 emplois, c'est en milliers sur l'échelle de droite. 4 millions, ou c'est entre 4, oui, 4 millions 500 000 emplois, admettons, dans l'industrie manufacturière en 1973. Et c'est descendu à pratiquement zéro. 2000, 3000. Voilà, bon, alors ces emplois-là, c'était des emplois qui étaient vraiment des emplois assez structurés. Je veux dire, les gens qui travaillaient à l'usine, bon, ils pouvaient se projeter dans l'avenir. Ils faisaient pas un boulot marrant, mais ils pouvaient quand même envisager de se construire une maison, ils pouvaient se projeter dans l'avenir et puis vivre. Mais aujourd'hui, la personne qui a été renvoyée, qui n'a jamais trouvé un emploi manufacturier comme ça, un emploi très très structuré, qui se lance à son compte pour faire du toilettage canin, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, sans après ne rien avoir gagné pendant 6 mois ou 2 ans. Donc il faut avoir un discours de vérité vis-à-vis de l'emploi. Si on veut envisager les choses correctement. Donc ça c'est une inversion de souveraineté sur laquelle on doit s'interroger, y compris au GIEC. Bon, si c'est ça que en fait Christophe Desgruelles aurait dû répondre à M. Jouzel, il aurait dû lui dire, mais vous savez, la vie n'est pas facile pour beaucoup de gens, et si on veut faire une bretelle d'autoroute, bon, c'est sûr que on va faire du ciment, on va faire du CO2, mais pourquoi est-ce qu'on agit comme ça? C'est parce que on veut créer des emplois, on a des gens qui sont sur le radeau de la Méduse, là, et puis qui nous harcèlent pour qu'on fasse quelque chose, pour qu'on développe quelque chose. Bon, tant qu'on ne parle pas de ça, on n'avancera pas. Voilà, et ce monsieur là qui a apostrophé Christophe, monsieur Desgruelles, lui, par contre, je suis inquiet, parce que ça rappelle beaucoup ce qui s'est passé aux États-Unis avec Donald Trump, c'est-à-dire les gens, faute de comprendre, ils s'en prennent aux élus, à l'establishment, comme on dit, et puis ils leur cherchent des poux dans la tête. Mais sans aucune réflexion. Il a tenu la parole pendant très longtemps, donc M. Desgruelles, il a eu raison de ne pas lui répondre. Bon, qu'est-ce que vous voulez répondre à quelqu'un qui vous apostrophe comme ça? Bon, si au moins il avait eu des arguments, mais non, c'était même pas
Il avait aucun, il a dit je connais vos trucs, je sais pas quoi qu'il avait fait, je connais, j'ai travaillé machin avec vous, je connais, etc., etc. C'était pas détaillé, donc là n'importe qui peut dire ça, ça n'a pas aucun aspect intéressant. C'est juste de la mise en cause personnelle. Donc là, si on veut éviter quelque chose comme aux États-Unis, on ferait mieux de réfléchir sur des choses très étayées, réfléchir à tête reposée, comme on dit, enfin, poser les choses comme elles sont, et non pas comme on voudrait qu'elles soient, et regarder un petit peu les choses, essayer d'analyser correctement les choses. Mais je voudrais que, avant tout, que ce soit le GIEC qui mène ça. Bon, Monsieur Jouzel, je crois qu'il est plus au GIEC maintenant, parce il doit être retraité. Mais s'il peut influer auprès du GIEC pour que ils prennent, ne serait-ce que le concept de concurrence, si on ne veut pas tout prendre, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur plein d'autres choses, mais le concept de concurrence et puis son impact sur le CO2, ça vaudrait le coup d'être étudié par le GIEC. Et comme il y a des économistes, ça tombe bien, ils peuvent le faire. Voilà. On est le dimanche, combien 29 mai 2022. Je m'arrête.